Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au Diabiette, nous y sommes, comme annoncé, notre invité c'est Maître Célestin Agbogan, président avocat au barreau de Lomé et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître Célestin Agbogan, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Radio Victoire. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aider les Togolais à comprendre encore certains pans donc, de la situation, bien des actualités sociopolitiques du pays. Le plaisir pour moi et c'est un honneur. Et voilà, très bientôt, on va traquer ceux-là qui constituent les motocyclistes et ceux qui conduisent en état d'ébriété à travers l'alcotest et aussi nous devons présenter le permis de conduire. Bonne décision pour essayer de réduire considérablement les accidents de route. Oui, je crois que cette décision n'est pas mauvaise en soi. Et si l'idée est de limiter les accidents des routes, bon, je me pose la question sur la faisabilité et la possibilité et les conditions qui vont entourer l'obtention de ces permis de conduire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où la situation financière est assez inquiétante et surtout que la plupart de ceux qui conduisent ces motos-là que nous appelons les émigrants, ils sont dans une situation où ils n'ont aucune alternative. Ils se lancent dans ce phénomène-là. Donc, ils vivaient dans une situation de précarité. Absolument. Et ça constitue l'alternative, comme vous le dites. Voilà. Maintenant, il faut leur demander d'obtenir le permis de conduire, je dis que, par principe, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que les conditions qui les entourent ne soient pas un calvaire pour eux, financièrement parlant. Et non seulement financièrement, mais également les contraintes qui vont y entourer pour que le permis se déroule. Si ça on doit l'obtenir, que ce soit dans de bonnes conditions et que la tâche leur soit allégée. Qu'on ne fixe pas, par exemple, un montant exorbitant qui les empêche de pouvoir déposer les dossiers, tout ça là. Et voilà. Donc c'est important. Oui. Maintenant, au-delà de cela, et je crois que ce n'est pas le seul facteur des accidents des routes. Il y a beaucoup d'autres choses. Je crois qu'il faut également lutter contre le raquettage. Et le ministre de la Sécurité en est conscient. Et vous êtes sûr? Oui. Peut-être beaucoup de choses peuvent se passer dans son dos. S'il en est conscient et il a dit même que lorsque de tels cas se présentent, on pourrait alerter les supérieurs hiérarchiques pour que des dispositions soient prises. Il a déclaré la fois dernière à son cabinet, on y était. Donc je crois qu'il en est conscient et il sait que dans tout cas il y a toujours des brebis galeuses et il est conscient et il voudrait quand même éradiquer ce phénomène-là au sein de la police et de la gendarmerie. Voilà. Et autre chose également, c'est les surcharges également. Les surcharges surtout pour les transports interurbains. Il y a beaucoup de surcharges. Et si ces surcharges continuent, c'est la faute surtout à la police et à la gendarmerie, à nos forces de sécurité. C'est eux qui laissent faire. Pourquoi vous essayez de dédouaner? Laisse-moi je dis si ça continue. Oui. Mais vous dédouanez quand même les chauffeurs. Non, c'est les chauffeurs qui ont commencé. Ils n'ont pas été arrêtés. C'est ce que je voulais dire. Si ça continue, c'est parce que les forces de sécurité ont laissé faire. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit que les chauffeurs font bien. C'est eux qui ont commencé par cette pratique-là. Mais ça a été encouragé, entre guillemets, par les forces de sécurité. Vous vous rendez compte, vous êtes dans... Je vous explique. Oui. Non seulement ils ferment les yeux, mais ils en profitent. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un taxi surchargé. Vous arrivez au niveau du contrôle et le chauffeur, il sort, parfois il ne sort même pas, il glisse un billet sous le pied, on le laisse partir, alors que c'est surchargé. En principe, on devrait le verbaliser. Absolument. Donc, ça là aussi, vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous apprends rien, c'est une cause d'accident. Autre chose, c'est nos routes. Nos routes sont mauvaises. Moi, je ne vois pas de route. Mais écoutez, le ministre tout à l'heure, il y a maintenant beaucoup de bonnes routes. Montrez-moi beaucoup de bonnes routes où, lorsqu'il pleut 5 minutes, c'est l'eau qui submerge ces routes-là. C'est ça les bonnes routes. Je crois qu'ils voient plus que nous. Ils voient à l'extérieur, ils savent comment les routes sont.
qu'on ne dise pas qu'il y a de bonnes routes. On essaie de construire des routes. On était peut-être d'y mettre les moyens. Mais les résultats sont là. Est-ce que l'essentiel n'est pas d'investir dans les routes? Mais l'essentiel, surtout, c'est de suivre, de contrôler et de voir si ceux qui construisent le font bien. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons, lorsque tu prends certaines routes, oui. Apparemment tu as l'impression que tu as de bonnes routes. Mais il suffit qu'il pleuve 5 à 10 minutes. Mais une route qui quitte le carrefour Bodjona pour aller vers Limousine, quand il pleut là-bas, vraiment c'est la croix et la bannière. En tout cas, l'eau envahit, occupe complètement la voie. Donc autant d'éléments. C'est une nouvelle route construite, c'est une route nouvellement construite. Donc ça veut dire que, bon, pour les anciennes routes, on n'en parle même plus. Surtout les routes qui lient une ville à une autre. Oui. Même la route interurbaine, la plus appréciable, qui est la route, c'est la nationale numéro 3, je crois, Lomé Aneho. Cette route-là, apparemment, elle est jolie. Mais je n'ai pas vu une bonne route. Je suis désolé. À reconstruire? Absolument. D'accord. Et maintenant, maître, c'est vrai, on parle aussi d'alcotest pour pouvoir contrôler tout cela qui serait en train de conduire en état d'ivresse. Oui, ça c'est une bonne chose parce que là, lorsque tu conduis en état d'ébriété, naturellement, tu constitues un danger pour les usagers de la route. D'abord pour les passagers et pour les autres usagers. Voilà. Donc je crois que chapeau. Chapeau au ministre de la Sécurité. Il faut que ça soit mis en œuvre réellement. Ils mettent les moyens. Voilà. Oui. Un autre phénomène, c'est que le ministère de la Sécurité a installé le comité interministériel chargé de lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme dans notre pays. Et donc, ce comité va véritablement conscientiser les populations, les sensibiliser à travers tout le pays afin que nous puissions signaler très rapidement les cas suspects aux forces de l'ordre pour que solution immédiate soit trouvée. Oui, je crois que le phénomène du terrorisme, ça n'épargne aucun pays. Même si par la grâce de Dieu, dans notre pays, nous n'avons pas vraiment senti ce phénomène-là. Et le mot, vous l'avez si bien employé, la grâce de Dieu. Absolument. Et puisque nous avons des pays frontaliers, surtout le Burkina, qui est atteint chaque jour que Dieu fait, ils ne ferment pas les yeux, ils ne sont pas tranquilles. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il va falloir que les populations soient ce comité-là, et je crois que ça va permettre peut-être de mettre confiance les populations, parce que entre les forces de sécurité et les populations, écoutez, il n'y a pas de confiance, parce que nous sommes un des rares pays où lorsque tu sors, les citoyens sortent, ils voient les forces de sécurité, il a peur. Il fuit, il se demande est-ce qu'on ne va pas l'interpeller, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose. Bon, les gens ne font rien, mais ils se demandent si on ne va pas l'interpeller, tout ça là. Donc maintenant, avec ça là, peut-être que ça va permettre quand même un rapprochement. On doit les doter aussi des moyens. Oui, et là, je le dis parce que pas plus tard qu'avant-hier nuit, vers 4h00 ou bien 3h, disons, un peu moins de quelques minutes avant 4h, alors des citoyens qui venaient tôt le matin pour prier dans une église ont découvert un corps dans un carrefour, puis le monsieur, il respirait à peine, mais aussitôt alerté, ils ont appelé la gendarmerie, et la réponse de la gendarmerie a été la suivante. S'il vous plaît, nous n'avons pas de moyens logistiques. C'est au Togo? Ça se passe au Togo? Mais, au 21e siècle? Je vous dis avant-hier nuit. Et donc, ils ont appelé la gendarmerie dit non, nous n'avons pas de moyens, c'est-à-dire matériel roulant. On n'a pas d'effectifs aussi. Alors débrouillez-vous et amenez le monsieur, transportez-le à l'hôpital vous-même et on verra si quelqu'un pourra passer à l'hôpital pour savoir si il a eu un problème ou non. Là c'est grave. À cette allure, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Je dis... Parce que les gens là, ils utilisent des moyens sérieux. Ce n'est pas n'importe qui. Même en France, la France n'est pas encore parvenue à lutter contre le terrorisme. Maintenant, si on ne veut pas mettre les moyens pour de simple, regardez-moi ça, cette situation-là. Oui. On dit on n'a pas les moyens. Et on demande aux populations qui sont venues découvrir et puis s'ils le disent, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Réellement? Évidemment, réellement. Je vous dis, surtout aller à l'intérieur du pays, je vous dis, on interpelle des gens, on les garde à la gendarmerie ou à la police, on veut les déférer devant le parquet. Parfois, c'est sur une moto, c'est évident. On défère des gens, des villages, des commissariats au parquet sur Zémidian. Parfois, c'est les personnes poursuivies, c'est leur propre voiture. Parfois même, c'est eux-mêmes qui prennent le volant. On les défait. Vous vous rendez compte? Un criminel, par exemple, un braqueur, par exemple, que vous déférez. Ou même un suspect des actes terroristes. Arrivé à un niveau, ben, je crois que lui n'a rien à perdre. Il peut essayer d'en finir avec vous, et puis parce que lui, bon, sa vie peut-être n'a pas d'importance pour lui. Et c'est vous qui en... Mais c'est pas bien dans un pays. Dans un pays qui se veut respectueux des droits de l'homme, un pays... Donc face à ces menaces dont le gouvernement nous parle tous les jours, il faudrait nécessairement doter les commissariats, les gendarmeries, etc. de moyens. Je dis, si on n'arrive même pas à interpeller ces braqueurs-là, ces braqueurs qui viennent et qui dépouillent les citoyens de leurs biens, et qui, comme pour narguer les autorités, tirent à l'air, en plein midi. Ils tirent à l'air. C'est comme on voit dans les films là. Et tout le monde rapidement se cache. Si on n'arrive pas à interpeller, ne serait-ce que ces personnes-là, je me demande si on peut lutter contre le terrorisme. Je voudrais bien. C'est pour ça que je me dis, pour le moment, c'est la grâce de Dieu sur nous. Nous, il faut que ce serait une bonne chose. Ce serait même l'idéal que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour que ça ne vienne pas, quoi. C'est déjà aux frontières, ou sinon au-delà des frontières, mais que ça ne vienne pas ici. Mais il faut quand même qu'on leur rappelle qu'il faut les moyens sérieux. Mais si tous de petits trucs, ils n'ont pas les moyens, il va falloir qu'ils réfléchissent. Des lois ont été votées la dernière fois, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur les manifestations publiques, pour pouvoir essayer de garantir la sécurité et pour vous et pour l'ensemble des citoyens ainsi que ceux-là qui vivent chez nous. Mais avant de revenir sur ces lois votées, alors maître, vous êtes avocat, est-ce que vous aussi vous avez travaillé au niveau de la Ligue des Ligues togolaises des droits de l'homme sur l'affaire des 2 braqueurs tués le 27, dans la nuit du 27 au 28 juillet dernier? Non, nous n'y avons pas sérieusement travaillé. Et nous avons suivi avec attention le déroulement de cette affaire-là, et cette affaire qui suscite qui fait l'objet beaucoup de débats. Et ça fait grand bruit quand même dans le pays. Qui embarrasse, et on se demande comment ça va se terminer. Parce que c'est vrai, nous sommes les premiers à crier dans ce pays qu'il faut lutter contre ce phénomène de braquage. Et subitement, on a appris que des braqueurs, des présumés braqueurs ont été interpellés. Mais lorsque nous avons vu les images, premièrement, nous nous sommes demandé, lorsque vous voyez des corps qui gisaient par terre, avec des armes blanches, et on se demande si c'est... Et un pistolet aussi. Oui, un pistolet. Une arme à feu. Un pistolet, quand même, comme on dit chez nous là, des chasseurs. Mais on se demande si ces personnes-là, il fallait est-ce que la police ne pouvait pas les maîtriser? Est-ce qu'il fallait les tuer? Mais le ministre a dit, et vous l'avez écouté tout à l'heure, quand les gens là ont ouvert le feu sur le groupe le groupement, ne venez pas nous demander que la police attende de riposter. Moi, je me pose une interrogation. Est-ce qu'il faille le faire? Peut-être que la situation face à laquelle ils se trouvaient, mais avec des hommes, bon, ils ont été anéantis. Bon, maintenant, après, le débat, le débat a une autre allure, parce que nous sommes trouvés en face de deux versions. Alors, moi je me trouve dans un pays, il y a une déclaration officielle, je dois être éclairci. En tant que citoyen, simple citoyen, je dois être éclairci. Et bon, c'est tant mieux. Le gouvernement a dit qu'ils vont mener leur enquête. La CNDH également voudrait mener ses enquêtes. Alors, c'est une bonne chose. Oui. Nous sommes là en tant que... La CNDH s'est auto-saisie. Oui, naturellement, la CNDH doit
s'autosaisir, compte tenu de ses prérogatives. Et nous nous sommes dit, voilà, on va toujours observer. Parce que là, quand la CNDH vient, bon, nous sommes... Vous êtes rassurés? Nous sommes rassurés. Nous avons déclaré et nous travaillons en collaboration avec la CNDH. Nous sommes un partenaire de la CNDH. Nous avons commencé déjà par travailler ensemble sur certains sujets. Donc, nous allons quand même continuer par suivre de près, etc. Et voir au moment donné, lorsque les conclusions du rapport seront données, nous en aviserons. Donc on en était là quand subitement notre collègue, notre camarade de MMLK a été... Pasteur Edo Komi a été convoqué à la DCPJ. Non mais il était invité cordialement. Au départ c'était comme ça et il m'a dit qu'il était convoqué. Bon, j'ai essayé de joindre le directeur, il m'a dit non, que c'est une invitation amicale. Parce que je lui ai dit que je devais l'assister, mais j'étais un peu loin. Donc il a dit non, il n'a pas besoin qu'ils ont assisté, que c'est bon. À la sortie, c'était quand même bien passé. On a dit que c'est juste pour avoir sa version. Mais quand subitement, le ministre de la Sécurité rebondit pour dire qu'il va poursuivre et la famille et les défenseurs des droits de l'homme au Togo et un défenseur des droits de l'homme au Togo, je me dis sur quelle base il veut poursuivre alors que l'enquête qui a été annoncée et par le gouvernement et par la CNDH n'a pas encore abouti. Ah d'accord. Ou du moins, est-ce qu'ils ont le résultat de l'enquête? Non, l'enquête est déjà bouclée. Peut-être la CNDH a constaté. Mais si l'enquête est bouclée, on donne les résultats de l'enquête. On ne peut pas annoncer une enquête publiquement et quand c'est bouclé, on ne donne pas les résultats. Alors, où se trouve la transparence? Maintenant, je crois que monsieur le ministre, que je respecte beaucoup, il va trop vite en besogne. Mais il est compétent, hein. Écoute, en matière de sécurité, moi, je l'ai toujours apprécié. Mais parfois, il est trop pressé et il gâte les choses. Donc, il doit tempérer les ardeurs. C'est comme ça, il était pressé dans le dossier des incendies. Aujourd'hui, on est où? Oui, monsieur le ministre. Allez-y doucement. Vous faites votre travail, vous le faites bien. Mais lorsque il y a une institution comme la CNDH qui s'engage à faire une enquête, mais ne mettez pas la pression sur la CNDH. C'est comme il met pression sur la CNDH, ou du moins, il dit à la CNDH, arrêtez. Donc, les propos du ministre doivent être peut-être pris comme étant une consigne pour que la CNDH ne donne pas des... Mais s'il dit poursuit, qu'est-ce que la CNDH va faire? Non, mais ça, c'est la position du gouvernement. Le gouvernement ne doit pas poursuivre là. Mais la CNDH, c'est quoi? C'est une institution de la République. Oui. Le gouvernement, c'est en est une autre. Prévue par la constitution togolaise. Indépendante. Oui. Le gouvernement en est une autre. Alors, si le gouvernement est d'accord, je crois que même dans ses propos tout à l'heure, le ministre a parlé de l'enquête de la CNDH. Il en a fait cas. Oui. Alors, il veut en faire quoi finalement? S'il poursuit, la CNDH va faire son enquête parallèle, la justice aussi va faire son enquête. Comment ça va se faire? Donc, patience, pour qu'on voit clair dans cette affaire. Et puis, je ne vois pas où est la responsabilité du pasteur Edo dans cette affaire. Le pasteur Edo, en tant que défenseur des droits de l'homme, a déjà eu une version de la police. Il a appris que la famille dit que ce n'est pas la version réelle, que ce n'est pas comme ça les faits se sont produits. Il s'est déplacé en tant que bon défenseur des droits de l'homme. C'est comme ça notre travail se fait. Il est allé à eux, il a eu leur version. Il est venu dire, voilà, moi j'ai deux versions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une enquête. Il a interpellé la CNDH également. Oui, et il a dit qu'il faut éclaircir l'opinion. C'est pour ça qu'il faut poursuivre dans un pays où est la liberté d'expression. En fait, le pasteur Edo Komi s'est interrogé sur les conditions de la survenue de la mort de ces deux braqueurs. Oui, justement, après avoir relevé la version des parents. Mais je crois que tous les journalistes, en tant que journaliste, tout homme qui raisonne, qui est doté qui a sa cervelle en place, doit se poser cette question-là. Parce que surtout quand il y a deux versions.
L'autre dit, mais quand même, en tant que défenseur, mais voilà, il y a la dévotion. Mais voilà par rapport à ça là. Est-ce qu'on ne peut pas se demander? Le ministre rejette catégoriquement la version selon laquelle on aurait interpellé les deux braqueurs, les deux présumés braqueurs chez eux et venu les exécuter. Qui a dit ça? Est-ce que c'est le pasteur Edo qui a dit ça? Ce n'est pas lui, c'est la famille qui a dit. Le ministre peut rejeter. Parce qu'il est parti. Nous avons, à la présente cause, nous avons deux partis. Et le ministère, ou du moins, c'est là, c'est le, oui, le ministère, et le ministère d'une part, et la famille de l'autre. Chacun rejette la thèse de l'autre. Voilà. Bon, il faut quand même un intermédiaire pour trancher. Au moins, la CRDH doit constituer maintenant l'intercession entre les deux. Oui, et la société civile, nous aussi. Nos enquêtes, nous pouvons faire nos enquêtes et produire un rapport également. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'on poursuive pasteur Edo Kwame? On ne doit pas le poursuivre en vertu de quoi? Monsieur, le pasteur Edo Kwame n'a pas fait des déclarations pour dire, voilà, c'est la version de la famille qui est réelle, ou que, bon, ou bien ce n'est pas lui qui a donné cette version-là. Il n'a fait que reprendre la version. Il n'a pas pris fait et cause pour la famille. Oui, ni pour la police. Oui. Mais le ministre dit que pourquoi il n'est pas venu à eux. Mais comment il va venir? Il va aller encore à eux. Il a déjà leur version, non? Ce n'est pas la police qui a annoncé sa version, nous tous nous avons entendu. Oui. Il va aller encore chercher quoi? Pour qu'on lui dise autre chose par rapport à ce qu'ils ont déjà déclaré. Le commissaire principal, Tassa Agba, c'est lui qui avait fait la déclaration officielle. Oui. Et nous avons tous entendu, non? Nous avons ça, non? Maintenant, il y a une autre déclaration. C'est sûr, là-bas de ça, il veut aller voir réellement là. On dit que c'est vous qui avez déclaré. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vraiment vous avez déclaré? Et il a appris ça. Alors, pourquoi il va encore aller à la police pour avoir quelle version? Quelle autre version encore? Alors, Maître Agbogan Célestin, vous êtes défenseur des droits de l'homme. L'autre chose, c'est que la prison civile de Lomé est dans le collimateur du Comité des Nations Unies contre la torture. Ils demandent, disons, ils ont recommandé à l'État togolais, notamment au ministre Christian Trémois, que aller à Lomé et fermer la prison civile qui se trouve là-bas et de manière définitive, dans un bref délai. Voilà qu'on va encore envoyer des gens là-bas. Parce que si on dit de fermer, c'est d'abord la surpopulation. Oui, ils l'ont dit. En plus, c'est les conditions de détention là-bas. Et heureusement que ça, ce n'est pas nous qui le disions. Parce que nous avons toujours dit des choses sur ces prisons-là. Nous avons toujours produit des rapports et nous avons évoqué les conditions de détention, la surpopulation carcérale dans ce pays. Nous avons produit ces rapports, sans bruit, que nous avons transmis aux autorités. Malheureusement, ils ne nous écoutent jamais. Lorsque nous produisons des rapports, on se permet de dire que nous produisons des rapports pour plaire à nos bailleurs et que c'est nos ventres que nous défendons. Des rapports tendancieux? Oui, c'est ce qu'il dit. Et si c'est le Premier ministre même qui va dire que c'est nos ventres que nous protégeons à la Ligue pour produire des rapports, mais je demande... Quel Premier ministre? Mais notre Premier ministre togolais, il a dit ça sur France 24 ou je ne sais pas, Africa 24, sur une chaîne. Comme a relaté, je ne l'ai pas suivi, mais les membres du bureau m'ont relaté cela. Mais il nous accuse. Parce qu'on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du rapport du Togo. Et en fait, de la Ligue togolaise des droits de l'homme, il dit non, mais c'est des gens qui font, qui produisent des rapports juste pour plaire à leurs bailleurs et pour protéger leur ventre. Bon, on se demande entre nous et d'autres personnes qui agissent pour leur ventre. Parce que nous produisons nos rapports, nous faisons un travail. Là, peut-être le Premier ministre aurait constaté qu'il n'y aurait pas d'objectivité dans vos rapports ou dans votre rapport. Mais il n'a qu'à venir, on va débattre pour nous dire ça, c'est pas exact. Notre rapport a été évoqué. Du moins, on en a fait référence au comité contre la torture. Alors, si c'est sur la base de ça qu'on sanctionne le Togo, peut-être des éléments qu'eux-mêmes, ils ont pu vérifier après. Parce que lorsque vous avez suivi... Oui, il y a des gens qui étaient venus quand même ici. Touzin, il a dit qu'il est venu, il a vérifié. Et maintenant, nous n'avons jamais demandé qu'on ferme. Maintenant, on demande qu'on ferme. Définitivement. Voilà, ça ne voudrait pas dire qu'il faut libérer les prisonniers qui restent à la maison. Ça voudrait dire qu'il faut construire d'autres établissements pénitentiaires. Voilà. Des pénitentiaires plus adaptés, selon les normes requises par la communauté internationale. C'est ça il s'agit. En un an, pourquoi eux aussi? Non, mais quand même, le Togo n'est pas... On parle de la vie, de l'intégrité physique d'un individu. C'est de ça il s'agit. Mais quand même, eux... Rien ne peut contre la vie d'un être. Maître, de manière réaliste, en un mois, en un an, vous pensez que c'est faisable?
En un an, nous avons organisé 2 élections, non? C'est combien? En un an, on a organisé 2 élections. Non des moindres. Ça vous a coûté combien? La prison, ça va nous coûter combien? C'est vrai, on a construit une prison à Palimé. On n'a pas demandé de fermer. On a construit une prison à Kara. C'est des prisons au moins, du moins par rapport à la surpopulation, il n'y a pas de problème. La prison de Chevier, je vous dis, c'est un calvaire. C'est de l'enfer. Ce n'est pas bien. Donc vous partagez l'avis de ces experts du comité? Nous voudrons que les détenus, leurs droits soient préservés. Si c'est ça qui va permettre que leurs droits... Parce que les détenus, ceux qui sont privés, ça dit que le seul droit qu'ils paient, c'est la liberté d'aller et de venir. Oui. Point. Tous leurs droits, leurs autres droits sont préservés. On doit même les nourrir. On doit même les nourrir. En réalité, ce n'est pas la famille qui doit nourrir les personnes qui sont en détention. Donc ça devient une nouvelle charge pour l'État. Ah mais, si vous n'avez pas la politique, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, il ne faut pas vous y engager. Ah bon. On a dit même qu'on ne doit pas prendre 200 pounds chez les visiteurs. Oui. C'est une violation en réalité des droits, ce cas a été soulevé des détenus. Parce que les détenus ont besoin des visites de leurs proches. Mais on est allé dire qu'on prend 200 francs comme si pour dire que c'est une bonne chose. On vous a dit, mais c'est ridicule. Ils ont parlé également de l'absence de séparation effective entre les catégories de détenus. Oui, ça existe. Nous avons toujours fait cas dans le rapport. En réalité, lorsque tu es poursuivi et que tu n'es pas encore jugé ni condamné, tu n'es pas à la prison. Tu es dans une maison d'arrêt. Maintenant, lorsqu'on mélange tout le monde, parfois il y a des criminels. Oui. Qui sont à côté de simples personnes poursuivies pour la violence interdétenue. Donc les gens vont, c'est entre guillemets, mais ils sortent vraiment des bandits formés, quoi. Donc, ce n'est pas bien. Lorsque on veut construire un état de droit, il faut respecter tous les éléments. Quand on ne dit pas, nous n'avons pas les moyens, ou bien parce que les autres n'ont pas commencé comme ça, ils ont commencé petit à petit. Mais vous prenez tout. Tout ce qui est bon là, vous le prenez. Lorsqu'on a les portables, nos téléphones, nos ordinateurs viennent, on les prend. On ne dit pas que les gens là, ils ont commencé avec autre chose. On prend tout. Comme... Maintenant, pourquoi quand on veut définir des libertés, on veut protéger les libertés, on dit non, que bon, les gens ils ont commencé petit à petit, donc nous devons nous comme. On ne viole pas, on ne protège pas les droits humains petit à petit. Et voilà, d'autres lois votées par rapport aux libertés de manifestation dans le pays. Nous allons en parler tout à l'heure, mais marquons d'abord la pause. Retour donc en studio avec notre invité, Maître Célestin Agbogan, avocat au barreau de Lomé et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Alors, Maître, tout à l'heure, je disais une loi a été votée, c'était le mercredi 7 août dernier. Alors, le gouvernement, doit-on dire qu'il vient de dégainer la trompette donc de la fin de la récréation? Qu'est-ce que vous avez appelé récréation? Ça veut dire que dans ce pays, on était toujours en récréation. Ah bon. Ça veut dire que si on parle de la fin de la récréation, ça veut dire que dans ce pays, on n'a été jamais sérieux. On a passé tout notre temps à s'amuser. C'est ce qu'on voulait nous faire croire. Mais c'est le gouvernement qui a voté une loi. Oui. Cette loi-là, que ce gouvernement n'a jamais respectée, a toujours... La loi du 16 mai, oui, la loi du 16 mai 2011, oui. Je vous dis que nos autorités ont plus violé cette loi. Je vous explique. Pourquoi? Oui, expliquez. Je ne me rappelle pas, ou je me rappelle seulement qu'une seule fois, une manifestation a été interdite légalement par le respect de cette loi. Qu'est-ce que vous avez... Oui, je vous explique. Je sais ce que je dis. Oui. La loi là qu'on vient de modifier là. Oui. La loi dit, lorsque une autorité qui est saisie de l'organisation d'une manifestation trouve que les conditions d'organisation de la manifestation risquent de porter atteinte à la sécurité ou du moins causer du trouble, lorsqu'il trouve des éléments sérieux, il peut l'interdire ou elle peut l'interdire en prenant un arrêté. Oui. Arrêté si c'est le ministre, arrêté ministériel. Si c'est le maire, arrêté municipal. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez appris une fois qu'un arrêté a interdit une manifestation? Les communiqués, nous avons souvent... La loi dit arrêté. Juridiquement, il y a une différence entre une lettre, un communiqué et un arrêté. Un arrêté, c'est un acte administratif.
Qu'on peut attaquer en justice. Qu'on peut attaquer en justice. On ne peut pas attaquer une lettre en justice. On ne peut pas attaquer un communiqué en justice. Qui plus est verbal. Puisque la plupart des cas, on vient verbal, on vient sur les chaînes, on dit les manifestations sont interdites. Et gare à celui qui va oser. Mais c'est des menaces aussi. Je vous dis, la loi, c'est eux-mêmes qui l'ont fabriquée. C'est vrai que c'était avec nos concours. Parce qu'au départ, lorsque c'est venu, c'était vraiment liberticide. Nous avons dit ça ne passe pas. Et ensemble, vous y avez travaillé. On y avait travaillé. C'est cette loi-là. Au moment où, en tant que société civile, nous travaillions cette loi, des partis politiques n'étaient pas d'accord. Et disent que non, ce n'est pas une bonne loi. Mais aujourd'hui, ces partis politiques qui n'étaient pas d'accord, c'est eux qui ont respecté cette loi. Les autorités ont passé leur temps à violer cette loi. Mais aujourd'hui, on nous parle de la récréation. Ça veut dire que c'est eux qui ont fait la récréation. Et ils veulent même faire à cette récréation-là en créant une loi liberticide. La loi qui a été votée. Je vous dis que. Comment vous l'appréciez? Je vous dis que la loi là supprime la liberté de manifestation au Togo. Non, supprime ou bien recadre. Moi je dis ça supprime. Je vous explique. Oui, comment? L'article 30 de notre constitution, c'est cette disposition-là qui garantit la liberté de manifestation. Oui. Je cite. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Oui. L'État garantit, l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi. Oui. La loi fixe les conditions. Si vous voulez organiser une manifestation, voilà ce que vous devez faire. C'est ce que la loi Bodiona originelle a fixé. Les conditions. On ne peut pas faire une loi sur la liberté de manifestation et dire on ne doit pas organiser une manifestation dans tel endroit. Ça existe dans nos pays démocratiques. Pourquoi vous dites cela? Je dis, ah oui? On ne peut pas interdire une manifestation dans une loi d'avance. Je vous explique. Aujourd'hui, devant Radio Victoire, on peut organiser une manifestation sans qu'il y ait aucun problème, aucun désordre. Mais demain, on peut organiser une manifestation, ça va créer du trouble. Et là, ce qui voudrait dire que c'est compte tenu de chaque circonstance, de chaque condition qui entoure l'organisation de cette manifestation-là, qu'on analyse, qu'on apprécie avant d'interdire. Voilà. Donc, la loi actuelle interdit d'avance les manifestations. Quand on dit qu'on ne peut pas, on ne peut jamais organiser une manifestation sur les routes nationales. Bien. Ça veut dire que... Bien mentionné. Jamais, quel que soit le cas. Même en temps de paix, c'est-à-dire que même si rien... Oui, peut-être à supposer que les éperviers sont partis remporter la Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas jubiler sur la voie. Ça, c'est spontané, c'est pas interdit. D'accord. À supposer que le chemin de croix catholique, c'est une manifestation. Sur la route nationale. Sur la route nationale, on ne doit pas le faire. Devant les environs des ambassades, on ne doit pas le faire. L'autorité va apprécier. C'est une manifestation. Oui, mais l'autorité va apprécier. Justement, puisque c'est déjà interdit, on ne peut plus l'apprécier. Ah, donc, le chemin de croix. Donc, le chemin de croix ne pourra plus être fait sur les voies nationales. Ce n'est pas une manifestation publique, pacifique. Oui, c'est un grand monde qui sort. Alors, c'est une manifestation publique. On n'a pas dit dans la loi une manifestation publique organisée par les partis politiques. Est-ce qu'on a dit ça? Ou par les organisations de la société civile? On a dit une manifestation publique. Donc, ce sont des failles. Ce n'est pas que ce sont des failles. On a voulu empêcher certaines catégories de citoyens de faire des manifestations. Maître, venons à cet aspect de la chose. 2011, c'est beau, cette loi, la loi Bodiona. Mais 2019, est-ce que les contextes et les circonstances n'ont pas changé? Qu'est-ce que vous parlez de contexte et qu'est-ce que vous parlez de circonstances? Est-ce que au fur et à mesure que les années passent, il faut reculer? C'est ça la circonstance? Mais on parle de protection de liberté. L'État dit, ou le gouvernement, selon le ministre Boukpessi la dernière fois, cette nouvelle ou bien cette retouche s'est imposée à l'État à cause des menaces sécuritaires. Mais qu'est-ce que vous appelez menaces sécuritaires? La France n'est pas menacée. Les autres pays où il y a eu vraiment le terrorisme qui a fait ses preuves, ils ne sont pas menacés. Eux, au moins, ce n'est pas une bonne chose. Nous, au moins, on n'a jamais eu ça. Eux, ils ont déjà eu ça. Mais il y a des manifestations chaque jour dans ces pays-là. En tout cas, je me rappelle bien Donald Trump se rendre dans une ville la dernière fois où un terroriste a tiré, tué des gens. Et puis, mais les gens manifestaient le même jour quand Donald Trump devait arriver là-bas. Justement. Et quand j'entends
des gens dire que bon, on ne doit plus que même aux États-Unis, il y a des lieux où on ne peut plus faire des manifestations. Je voudrais que même qu'ils viennent. C'est sur ce plateau que j'ai entendu, j'ai essayé de rentrer en ligne, mais écoute, c'est comme si hein, j'ai eu l'impression que le gouvernement et les députés, ceux qui sont à l'Assemblée nationale là, oui, se sont complotés sur le dos du peuple pour museler, ou du moins je sais pas. Interdire, mais de manière voilée. Mais écoutez, pour priver les citoyens de leurs droits les plus fondamentaux. Parce que moi, il y a des gens là-bas avec qui je n'étais pas d'accord quand ils ont participé à cette élection-là, tout ça là. Mais, tel que je les connais, par rapport à certains trucs, je pouvais, avant-hier, avant le vote de cette loi, me donner ma tête à couper. Parce que je les respecte pour certains principes. Des gens qui sont là-bas, je ne donne aucun nom. Oui. Mais qui ont laissé passer cette loi-là, du moins, ils pouvaient voter contre. En tout cas, sur les routes nationales, c'est interdit. Devant les institutions, les camps, et puis... devant les institutions de la République, oui, devant les camps, devant les représentations diplomatiques. Dites-moi à Lomé, là, oui. quand on dit tout ça, là, où est-ce qu'on peut manifester? À Lomé. La plage. On ne peut pas. La plage, avant d'aller à la plage, il faut traverser la nationale. Oui ou non? On va voler pour aller à la plage. Avant d'aller à la plage, il faut traverser la nationale. Cherchez. Quand on dit pas de manifestation sur les routes nationales, pas de manifestation dans les environs des institutions de la République, pas de manifestation dans les environs des camps, pas de manifestation dans les environs des ambassades, c'est où? Où est-ce que Lomé là, ça reste où, comment? Dis-moi. Où est-ce que quelle partie de Lomé reste après avoir pris ou ôté, enlevé tous ces parties-là? Donc, la liberté de manifestation n'est pas réduite. Elle n'est pas restreinte, mais elle est supprimée. Supprimée. Supprimée par les députés qui disent oui, que... Maintenant. Par les députés qui disent qu'ils sont de l'opposition et qui disent qu'eux, ils n'étaient pas d'accord au principe. Et ils ont fait des débats au sein de la commission pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais après, ils se sont entendus. Et ils ont appelé à voter pour. Ils se sont entendus parce qu'on leur a donné aussi... Mais écoutez, c'est un complot. C'est un complot contre le peuple togolais. Oui, absolument. C'est un complot. Ce n'est mais, pas normal. Mais comment on peut dire, moi je suis pas d'accord? Justifié. Mais on s'est entendu et que bon, on s'est entendu et puis bon, nous on a laissé passer. Ils pouvaient s'opposer au moins. Ce n'est pas clair. On sait. Ce n'est pas clair. Non, c'est pas clair. Vous avez vu. C'est comme si on a dit, maintenant, la question, donner de recevoir. Oui, la question, est-ce que les représentants, disons les représentations diplomatiques qui sont dans le pays, le plus souvent c'est le G5 qui sort des communiqués. Qu'est-ce que vous attendez de ce groupe-là? Il a interpellé, le groupe des 5 a interpellé, mais ils doivent réagir par rapport à ça. De toute façon, nous allons faire notre démarche envers eux pour qu'ils nous disent réellement ce qu'ils pensent de cette loi-là officiellement. Parce que dans leur pays, ça n'existe pas comme ça. Oui, mais quand vous aviez appris aussi qu'il y avait ces contenus, ces discussions-là dans le projet introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, quelle a été votre réaction? Nous n'avons pas appris le projet. Les députés ne vous ont pas saisi au moins? Le député vous a dit, vous êtes journaliste, oui. Vous avez plus de grandes oreilles que nous. Est-ce que vous l'avez appris? C'est pour ça que je dis que c'est un complot. Si c'était certains députés de l'opposition qui étaient là, on aurait appris ça. Ils auraient concerté les organisations de la société civile pour avoir leurs avis? Vous aurez... Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est là où je n'apprécie pas le comportement de nos gouvernants. Parfois, ça frise la mauvaise foi. Parce que nous avons été consultés. Le ministère des droits de l'homme a créé une plateforme. Une plateforme où, avec les organisations de défense des droits de l'homme, pour recueillir leur avis sur certains cas. C'est vrai que cette plateforme existait avant, la Ligue n'était pas membre. On n'avait pas inclus, peut-être que c'est l'ancien locataire du ministère. Il n'y a pas de souci. Notre tête ne lui plaisait pas. Mais celui-là, il est venu, il a dit, il faut inviter la Ligue à la plateforme. On est venu et on a discuté. De cette loi? Oui. Vous avez discuté de cette loi? De nous dire les difficultés de cette loi. Oui. Nous avons, les organisations de la société, nous avons dit ce que nous pensons de cette loi-là. Tout. On a fait des observations, oui, on a fait des propositions. Et le projet mijoté par le gouvernement, vous avez été tenu au courant? Non, on était surpris que déjà au moment où nous avons fait, après nous avons fait nos propositions sur cette loi-là, comment il faut respecter, nous avons dit, comment ils ne respectent pas tout ça là. Subitement, on apprend que on a voté la loi.
Non, mais maintenant, ma question, c'est autre chose qui a été envoyé à l'Assemblée Je ou dis bien que c'est le jour et la nuit. Non, non. Maître, soyez clair. Est-ce que la loi qui a été votée par les députés la dernière fois portant article 9.1, 9.2, vous avez eu le contenu, là, vous l'avez lu vous-même? On n'a jamais eu un contenu de quelque loi. Le ministre voudrait nous consulter. Oui. C'est un cadre de concertation. Il dit qu'en réalité, il nous a dit qu'il pense faire une révision de cette loi-là. Oui. Nous leur avons dit. Mais le contenu ne vous avait pas été dévoilé. Jamais. 22 21 80 99 92 02 80 63. Pélé, vous êtes en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, nous vous écoutons, Pélé. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Oui, d'abord, je vous félicite et je souhaite que pour le dossier de braquage là, vous soyez sérieux et contrôlez ce dossier-là jusqu'au bout. Parce que si c'est comme ça que les forces de l'ordre vont nous chercher les braqueurs, il faut qu'ils laissent les braqueurs nous braquer. Parce qu'on ne peut pas aller chercher des gens à quelque part pour les jeter à terre, pour les exécuter. Vous mesurez ce que vous dites là, monsieur? Vous laissez les braqueurs vous braquer? Oui, mais si pas aller arrêter les gens et les tuer comme ça, bon, à quoi bon? Bon, maintenant pour le deuxième point, c'est concernant cette loi-là. Cette loi-là, c'est pour les politiciens, c'est pas pour le peuple. Un peuple affamé ne peut pas résister devant cette loi-là. C'est-à-dire, quand le peuple est affamé, nous allons envahir les 56 600 km² sur tout le territoire. Il n'y aura pas un demi-périmètre restant. Merci. Monsieur Komi, bonjour. Oui, monsieur Joseph, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Moi, je pense que la loi Boukouissi est la plus merveilleuse des lois. Pourquoi je le dis? On le critique pour dire que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Ils donnent des motifs fallacieux. Et moi, je trouve que pour ne pas s'inquiéter, ils ont organisé la débandade totale. Avant, lorsqu'il y a eu une manifestation, vous êtes avertis et vous prenez vos dispositions pour prendre les ruelles. Maintenant, on dit indirectement aux manifestants de ne pas informer l'autorité, de faire des manifestations inopinées. Maintenant, l'autorité de voir s'il peut venir sécuriser ou bien encadrer. C'est la débandade totale. Donc, c'est une bonne loi. Merci. Notre invité vous répondra tout à l'heure. Monsieur Kokou. Oui, bonjour, monsieur Jachin. Bonjour. Je salue notre invité. Bonjour. Super, monsieur Jachin. Oui. Premièrement, je voudrais demander à notre invité, en tant qu'avocat, est-ce qu'il peut nous dire à quel moment cette modification de loi a été adoptée en Conseil des ministres avant d'atterrir sur la table des députés? Parce que je n'ai jamais eu connaissance d'un communiqué de Conseil des ministres nous éclairer sur cette modification. Et à l'Assemblée maintenant qu'on a su ça. Et qu'il a eu vent de ça. Et secondo, concernant les députés eux-mêmes, ils disent qu'ils comptaient sur des gens qui étaient dans cette assemblée, qu'ils donnaient sa tête à couper, que ces gens de personnes ne peuvent pas voter cette loi. Aujourd'hui qu'ils ont voté ça, et ils viennent sur les médias nous expliquer cela en disant qu'ils n'ont pas une minorité de blocage, c'est pourquoi ils ont voté. Est-ce qu'il faut avoir une minorité de blocage avant de s'abstenir d'une loi qui n'est pas bonne? C'est ce que je voudrais demander. D'accord. Merci. Alors, faut-il avoir une minorité en tant que député, minorité de blocage avant de voter contre une loi ou bien voter pour? Je crois que, excusez-moi, ça ne relève pas de la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas très responsable quand tu as de tels propos. Lorsque tu n'es pas d'accord pour quelque chose, c'est que tu n'es pas d'accord. Dis non. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Des gens n'ont pas été d'accord, hein, et ils savent qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne constituent pas une minorité de blocage. Ils l'ont affirmé dans ce pays. Des assemblées ont passé, des législatures sont passées, des gens ont dit non, mais on a voté quand même. Oui. Et ça fait une loi. Et l'histoire a retenu quand même qu'ils avaient voté contre. Ça dit que c'est une question d'honneur. Oui. Si vous n'avez pas d'honneur, ne venez pas nous envahir avec des propos. Les gens disent des propos sur cette chaîne, mais je dis, mais quand même, ce n'est pas sérieux. Alors, monsieur Kokou, on reste avec lui. À quel moment cette loi a été adoptée, selon vous, en Conseil des ministres avant d'être envoyée à l'Assemblée? Nous avons été surpris.
nous avons été surpris que cette loi-là, moi je ne l'ai pas appris en Conseil des ministres. Je ne sais pas si en tant que vous, non, journaliste, nous n'avons, appris. non. Nous, au moment où on nous a consultés, et nous avons dit ce que nous attendons de cette loi-là, on ne nous a même pas dit qu'il y a déjà un truc en préparation. Pour nous, c'est parce que nos concertations vont servir. Hein? Apparemment, je ne sais même pas si ce que nous avons déclaré là ont été transmis au gouvernement. J'ose croire. Et ça, c'est mon avis personnel, ce qui peut ne pas être la réalité. J'ose croire que le projet de loi même existait déjà avant qu'on ne vienne nous demander qu'est-ce que nous pensons de cette loi-là, pour nous donner l'impression. Hein? Et tout ce que nous avons dit là, hein, lors de pas de traces dans la nouvelle loi. Je dis que c'est entre ce que nous avons dit et ce qui est sorti, c'est le jour et la nuit. C'est l'obscurité et la lumière. Et maintenant, doit-on interpréter cette loi comme étant une débandade totale que le gouvernement est en train de créer? Mais si les citoyens le disent, allez-y comprendre quelque chose. Parce que, je vous dis, à un moment donné, lorsqu'il y a cette loi-là, il y a des politiques qui disent, mais nous, on n'est pas d'accord. Même si ces chaînes-là, des gens disent, mais est-ce que vous voulez faire partie un gouvernement, par exemple, et vous allez les avertir que est-ce que c'est normal? Mais c'est la loi, il faut la respecter. Donc, maintenant là, je vous dis que, quand je vous dis que c'est une suppression de la liberté de manifestation, ça voudrait dire que nous sommes revenus à la période d'avant 90. Avant 90, il n'y avait pas de liberté de manifestation. Donc un recul. Mais les gens ont manifesté. Hein? Donc quand les gens parlent de débandade, allez-y comprendre quelque chose. Les manifestations spontanées, par exemple, n'ont jamais été organisées par la loi, mais ce n'est pas interdit non plus. Oui, ce n'est pas interdit non plus. Et maintenant, donc, à la Ligue togolaise des droits de l'homme, comment appréciez-vous cette loi? Moi, je dis que c'est une loi liberticide. C'est l'appréciation que nous donnons à cette loi-là. Cette loi-là fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus au Togo le droit à la jouissance de la liberté de manifestation. Et cette loi-là, elle est anticonstitutionnelle. Parce qu'elle entre en violation flagrante de l'article 30 de notre constitution. Et il va falloir que, au moins, la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités. Donc, la Cour constitutionnelle peut... est-ce que la Cour constitutionnelle peut agir dans ce domaine? La loi doit être transmise à la Cour constitutionnelle pour vérifier. Mais ce sont les députés qui ont voté. Sa constitutionnalité. Ah oui. Ça. Si ça s'adapte à l'article 30. Oui, une loi qui est votée par les députés doit être appréciée par la Cour constitutionnelle avant d'être mise en œuvre. Maître Agbogan Célestin, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion? Oui, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez. Et je voudrais terminer la séance ou bien cet entretien en vous citant, permettez, en vous citant le pasteur Edo, le président du mouvement Martin Luther King, je cite donc. Je refuse d'être esclave dans mon pays, dans mon propre pays, et j'ai droit à savoir comment il est géré. J'ai droit à dire non quand tout va mal et surtout à braver toutes sortes d'intimidations et de menaces qui sont de nature à me faire taire. Car l'oppression se nourrit du silence. J'ai cité pasteur Edo Komi et je l'encourage. Nous sommes derrière lui. Nous allons soutenir jusqu'au bout. Merci. Maître Célestin Agbogan, merci d'être venu chez nous. Madame, monsieur, nous allons devoir remettre l'antenne. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.